Place maintenant à l'invité d'Au cœur de l'info. Retour ce soir sur le déferlement de la vague MeToo dans le cinéma et le théâtre français. Et réflexion plus générale aussi sur le féminisme avec une actrice engagée, distinguée à plusieurs reprises pour ses rôles au cinéma comme au théâtre. César de la meilleure actrice en 1998, meilleure interprétation féminine aussi en 2019 à la Mostra de Venise. Il s'agit d'Ariane Ascaride. Bonsoir Ariane Ascaride, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. Je précise aussi, Ariane Ascaride, que vous faites partie du collectif 50-50 qui a pour but de promouvoir l'égalité femmes-hommes dans le cinéma et vous êtes actuellement à l'affiche d'une farouche liberté au Théâtre de la Scala à Paris, adaptation du livre d'entretien entre la célèbre avocate et militante féministe Gisèle Halimi et la journaliste Annick Cogent et qui raconte ces dizaines d'années de combat au service de la justice et de la cause des femmes. On va y revenir en longueur, bien évidemment. Respirer, vous êtes arrivé à tout dire. Voilà, c'est difficile de vous présenter en quelques mots. Et vous avez une actualité, comme toujours, chargée, Ariane Ascaride. Vous avez, en tout cas, dernièrement marqué les esprits. On l'a vu à la dernière cérémonie des Césars. Aux côtés, d'ailleurs, de Bérénice Bejo, vous avez pris la suite un peu du discours choc de Judith Godrèche en disant il faudrait laisser résonner ces paroles donc de Judith Godrèche. On se doit d'avancer toujours et se réfugier dans la beauté consolatoire des films. Voici donc votre courte intervention, mais qui a quand même marqué aussi au César. Quel impact a eu chez vous cette prise de parole de Judith Godrèche ? D'abord, je pense que c'était ça a été un grand courage. Je sais, puisque j'étais juste derrière dans le backstage, qu'elle était extrêmement tendue à l'idée de faire ça, que personne ne savait ce qu'elle allait dire, absolument personne. Moi-même, je ne savais rien. Et vous savez, c'est quand même une salle un peu incroyable, hein, la salle des Césars. Enfin, on est à la fête sans être à la fête, c'est un truc un peu compliqué. Et je l'ai trouvé assez remarquable, quoi. Et vraiment, vraiment remarquable. Mais je pense que ce qui est en train de se passer est essentiel, fondamental. La seule chose que je ne veux pas, c'est que nous rentrions après dans de l'inquisition. Parce que l'inquisition est une chose qui ne m'intéresse pas. Je dirais tout simplement que je suis plus proche de Gisèle Halimi, pour qui les hommes n'étaient pas des ennemis. C'est ça que je veux dire. Je crois que c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Si vous savez, alors je sais bien que il faut en faire des alliés. Toute révolution entraîne toujours un peu de la terreur. Ça a toujours été comme ça. Mais essayons de pas passer trop par là. Et essayons. Et moi, je fais vraiment un appel aux historiennes, aux psychanalystes, aux philosophes. Il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur ce qu'on est en train de vivre, parce que si vous voulez, si on est tout le temps au niveau du ressenti, on va pas s'en sortir. Il faut vraiment avoir une pensée. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup jouer ce spectacle sur Gisèle Halimi, parce qu'effectivement, elle a un discours. C'est son discours, on peut ou pas être d'accord, mais c'est un discours qui se tient. On va revenir largement sur ce spectacle, mais tout d'abord sur ces multiples tribunes et ces prises d'opposition qui se multiplient, notamment depuis cette prise de parole de Judith Godrèche. Est-ce que vous avez le sentiment que le monde du cinéma fait réellement corps aujourd'hui derrière elle et derrière ces révélations, ou est-ce qu'il y a quand même des réticences, je pense qu'une grande partie du monde du cinéma fait corps avec elle, et particulièrement toutes les filles, les comédiennes, les techniciennes, enfin, toutes les filles qui travaillent dans le cinéma. Et je pense qu'il y a beaucoup de garçons aussi qui font corps. Après, que voulez-vous... Il y a le MeToo garçon aussi. Oui, après, que voulez-vous ? On ne peut pas changer les gens en un simple claquement de doigts. Il faut que tout le monde... ce que je sais, c'est que sur les plateaux de tournage, actuellement, c'est assez carré et que tout le monde se tient à carreau, voilà. Mais après, le truc, comment voulez-vous qu'en 10 ans, 20 ans, même 30 ans, on arrive à transformer des siècles ? Tout ça est une histoire de pouvoir. C'est juste une histoire de pouvoir. Le Festival de Cannes, où vous êtes passé d'ailleurs la semaine dernière, qui s'est achevé donc le week-end dernier. On l'a vu, le mouvement MeToo et tout ce déferlement était omniprésent. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, parce qu'en même temps, si vous voulez, le mouvement MeToo est là, il est présent et c'est très bien. Et j'espère qu'il va être toutes les années présent. Et en même temps, vous avez, comme il y a des mécènes au Festival de Cannes, il y a des marques, donc on fait monter des filles avec des robes insensées. Et des marques quoi Des marques pas féministes, c'est-à-dire des trucs, qui insistent sur leur Saint-Laurent, beauté, leur machin, corps. si vous voulez. Et où, effectivement, on travaille sur la beauté des femmes, que certaines femmes d'un certain âge, d'accord ?
et d'une certaine taille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore compliqué, ça. Et tout le monde dit, ah là là, qu'est-ce que c'est beau, ah là là. Alors maintenant, il y a des femmes de couleur, et puis quand même avec certaines rondeurs aussi qui sont mises en valeur par certaines marques. Mais effectivement, c'est pas la majorité. C'est pas du tout la majorité. Donc, moi, je dis pas qu'il faut qu'il arrive que des filles. Je voudrais juste que, d'abord, le Festival de Cannes reste un festival de cinéma. Ça, c'est la première chose. Et qu'on ne s'esbaudisse pas simplement sur les tenues. Et là, j'avoue sincèrement que cette année, j'ai été un peu fatiguée par ça. Vous avez une expérience de plus de 40 ans du monde du cinéma en France. Pourquoi ce silence jusqu'à présent? Pourquoi est-ce que c'était si difficile pour les femmes victimes, vous en connaissez sans doute, de s'exprimer sur ces violences sexistes et sexuelles et de parler aussi de ce phénomène d'emprise que l'on dit d'ailleurs particulièrement présent dans le cinéma d'auteur en France? Ce n'est pas particulièrement dans le cinéma d'auteur, c'est dans le cinéma tout court. Alors évidemment, si vous voulez, le problème, c'est que pendant très, 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 très longtemps, il faut savoir que quand un réalisateur travaille avec une actrice, il faut qu'il ait quand même, je suis désolée, je ne peux pas dire autrement, il faut qu'il ait du désir à la regarder tous les jours sur le plateau. Mais ça fait partie du travail. Mais il faut savoir où est la limite. Mais il faut savoir où est la limite. Il ne faut pas mélanger son désir de créateur avec son désir d'homme et ne pas se servir de sa position de pouvoir, car un réalisateur sur un plateau, c'est Dieu. Tout le monde est à son service. Et donc, comme vous savez, c'est très difficile de travailler dans le cinéma, on s'écrase, même quand on voit des choses qu'on n'a pas tellement envie de voir et avec lesquelles on n'est pas en accord. Mais pendant des années, et puis pendant des années et des années et des années, il y a eu des mecs comme réalisateurs. Bon, et encore, je vous dis que le cinéma français est un cinéma très étonnant, parce que c'est là où il y a le plus de réalisatrices dans le monde entier. Et les choses, elles bougent doucement. Ça fait 20 ans que, enfin, Agnès Varda n'est pas toute seule. Ça commence, ça bouge. Et là, maintenant, il y a vraiment un vrai mouvement qui se passe. Et je pense que les choses, en même temps, vont bouger comme ça. C'est bien parce qu'il y a des filles qui ont commencé à faire des films que tout ça se passe. Sinon, ça ne se passerait pas. Vous avez vous-même été victime d'une expérience, disons, pour le moins malheureuse, quand vous étiez très jeune, je crois que vous aviez 20 ans, à l'issue d'un essai pour une pièce édition de théâtre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un truc fou. Alors, bon, moi, personne ne m'a touchée. J'ai passé une audition pour un très grand metteur en scène international. Et à la fin de mon audition, je veux travailler avec toi, c'est formidable, tu es vraiment génial et tout. Donc j'étais très, très enthousiaste. Tu as une réponse très vite. J'ai attendu la réponse 2 mois et au bout de 2 mois, la réponse est venue. Je n'étais pas son fantasme sexuel. Voilà, c'est ça la réponse. Ça a été juste ça. Oui, voilà. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'époque? C'était une humiliation absolument totale, mais totale. Et en plus, vous n'avez aucun pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, j'ai écrit une lettre en disant, monsieur, je ne suis personne, vous êtes connu dans le monde entier, mais ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous n'avez absolument pas le droit de le faire. Et si je n'avais pas été entourée comme j'ai été entourée, ça peut vraiment vous envoyer dans une dépression absolument épouvantable. C'est fragile, un comédien et une comédienne. Ce sont des êtres fragiles et très forts. C'est ça le truc. Les temps sont visiblement en train de changer, en tout cas. J'espère. Est-ce que vous êtes surprise par l'ampleur de cette 3e vague du MeToo en France, qui concerne désormais non seulement le cinéma, le théâtre, mais aussi, il y a le MeToo hôpital, le MeToo armé. Je suis contente. L'ampleur, en tout cas, de ces révélations. Enfin, vous savez, ça devient complètement fou, parce que même si vous regardez même sur des classes à l'école, souvent, il y a 3 enfants qui ont subi des agressions sexuelles. Sur une classe. Voire plus. Et voire plus, d'accord? Donc, vous imaginez bien que l'ampleur, elle est juste à son début. Ça va être, quand vous commencez à dire, bah oui, moi, il m'est arrivé un truc, automatiquement, il y a quelqu'un qui dit, ah oui, toi aussi. Donc, si vous voulez, c'est comme la parole est en train de se libérer, les gens vont avoir l'impression d'un tsunami. Mais ce tsunami, c'est juste le résultat de pratiques qui ont existé depuis des centaines d'années, quoi.
Alors, on va continuer à parler des femmes avec une militante féministe qu'on aurait eu le plaisir à écouter aujourd'hui. C'est Gisèle Halimi, que vous incarnez donc en ce moment au théâtre. Par ailleurs, célèbre avocate et femme politique franco-tunisienne. La pièce dans laquelle vous jouez parle justement de ces combats, notamment pour le droit à l'avortement. Gisèle Halimi, je le rappelle, célèbre entre autres pour avoir signé le manifeste des 343 en 1971 qui réunissait des femmes ayant déjà avorté et qui réclamait le libre accès à l'IVG. On va d'ailleurs visionner une archive de Gisèle Halimi. On en reparle tout de suite après ensemble. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Et faut le dire. Est-ce que vous auriez pu en avoir d'autres? Si j'avais voulu, oui. Je n'en ai voulu que 3 et j'ai avorté 3 fois. Il faut dire la vérité, que le vrai scandale dans l'avortement clandestin et dans l'oppression des femmes, c'est l'hypocrisie. C'est ce qu'on dissimule. La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés et les maîtresses des ministres et tout le monde. Seulement, elles ne le disent pas. Elle a en quelque sorte, avec ses combats préparés, on peut le dire, la loi Veil de 1975, on lui doit beaucoup. On lui doit énormément et encore une fois, en voyant cette archive, je me dis le courage de cette fille est absolument extraordinaire. Et il y a des filles aujourd'hui aussi, mais c'est un courage insensé. Hein. C'est incroyable. Parce que cette même fille, en 59, elle est avocate des Félaga pendant la guerre d'Algérie. Vous voyez, cette dame toute calme, toute simple. Et c'est quand Simone de Beauvoir lui a demandé d'aller chercher des signatures de femmes célèbres pour ce manifeste, pour l'avortement, elle n'a pas hésité une seconde, elle y est allée. Simone de Beauvoir lui a dit « mais tu vas te faire radier comme avocate ». Elle a dit « je m'en fous, on y va ». Donc si vous voulez, moi c'est des femmes, une femme comme ça, elle me porte tous les matins. Elle m'aide à respirer. Et depuis plusieurs années d'ailleurs, puisque la pièce connaît oui, ça fait 2 ans, mais enfin même depuis 2022. très longtemps, parce que je connais Gisèle Halimi depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui, moi, m'aide à me lever. Et il y a d'autres femmes comme ça. Bon, évidemment, Simone de Beauvoir, mais il n'y a pas que... Il y en a plein d'autres. Et ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a encore aujourd'hui des avortements clandestins. Parce qu'il y a encore des filles, même si l'avortement est dans la Constitution, même si on a le droit de se faire avorter, il y a des filles qui aujourd'hui dans et l'IVG est dans la Constitution, voilà, depuis cette année. Mais il y a encore des filles qui se retrouvent face à des médecins qui n'ont pas le temps de les avorter ou qui ne veulent pas les avorter. Ils ont droit aussi de refuser, hein, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, il y a un endroit où il faut encore se battre comme ça. Et puis, il y a des milieux, il y a des... Enfin, moi, j'habite dans un endroit où, en face de chez moi, il y a des gens dans une cité. Je pense que les jeunes filles qui sont dans ma cité, c'est pas si évident pour elles. Vous voyez ? Et plein de jeunes filles, et ça, je tiens à le dire, plein de jeunes filles ne savent pas qu'il existe le planning familial. Et le planning familial... Toujours en 2024. Toujours en 2024, et le planning familial vous donne gratuitement la pilule du lendemain. Gisèle Halimi disait « Le combat est une dynamique. Si on s'arrête, on dégringole, on est foutu. » Si on s'arrête, on est foutu. Donc il faut continuer à se battre. Il n'y a jamais d'acquis, c'est ça? Mais alors, en tout cas, en ce qui nous concerne les femmes, il n'y a aucun acquis. Il faut recommencer toujours. On vous décrit souvent comme une actrice engagée. Alors, je crois que vous n'aimez pas trop ce mot. En tout cas, une actrice engagée, oui, parce citoyenne, c'est ce que vous dites. Vous prenez régulièrement position sur nombre de sujets. On se rappelle notamment en 2018 votre appel dans Le Monde aux côtés de 200 personnalités pour lutter contre le réchauffement climatique. Ou encore l'année suivante, ce discours qui a marqué la Mostra de Venise, donc en 2019, quand vous avez reçu votre prix sur le drame des migrants en Méditerranée, à qui vous avez donc dédié votre prix. Quel est le rôle de l'artiste dans la société, selon vous? Moi, je pense, votre rôle, comment vous le concevez? Enfin, mon rôle à moi, ça sera toujours de parler. Vous voyez, parce que je viens d'un milieu qui n'est pas du tout un milieu privilégié, que quand on me jetait par la porte, je rentrais par la fenêtre. Quand on me jetait par la fenêtre, j'essayais de rentrer par la serrure de la porte, parce que sinon, je n'y serais jamais arrivée. Je suis un roquet, vous voyez, j'aboie tout le temps. Même on dit souvent de moi que je suis une grande gueule, ce que j'aime pas vraiment. Je suis pas une grande gueule, je parle. C'est pas pareil. Et ça vous vient d'où cette capacité d'indignation sur des sujets très variés? Sincèrement, je n'en sais rien. C'est pour ça que j'adore Gisèle Halimi, parce qu'elle était... Enfin, si vous voulez, quand je joue Gisèle Halimi, il y a des endroits où je lui ressemble. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Je ne sais pas. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas qu'on décide pour moi. Je n'accepte absolument pas qu'on décide pour moi. Et donc, quand à Venise, j'ai dit ça, mais c'est parce que moi, mes grands-parents, ils étaient partis d'Amalfi, ils étaient allés à Marseille. D'à Marseille, ils avaient pris un bateau, ils étaient allés à New York. À New York, ils n'étaient pas restés. Ils étaient revenus, ils s'étaient replantés à Marseille.
Et heureusement que le bateau n'a pas coulé, comme ça existe pour des tas et des tas de gens aujourd'hui. Comment on peut accepter, comment puis-je accepter que des enfants meurent noyés? Comment puis-je accepter que des enfants meurent en Palestine, que des enfants meurent en tant qu'otages du Hamas? Comment je peux accepter que des enfants meurent en Ukraine? Enfin, c'est le monde de demain. Enfin, j'ai l'impression que le monde, par moments, le monde est fou. Vous voyez, je ne peux pas. Comment des enfants arméniens sont obligés de s'en aller, de laisser leur maison, tout ce qui est le passé familial parce que l'Azerbaïdjan a attaqué. Enfin, c'est vrai que j'ai un truc avec les enfants. Hein. Pour moi, c'est très important, mais simplement parce que les enfants, c'est le monde de demain aussi. Et que là, en ce moment, on est en train de fabriquer des monstres. Tout simplement. Et le rôle de la France? Et le rôle de la France, j'aimerais qu'on y aille tout de suite, là. Hein, vous voyez, j'aimerais que le président Macron dise allez, tout de suite, quoi. Allez, 2 États. Allez, hop, hop. Vous voyez? Pour le Proche-Orient. Une femme résolument de gauche. Hein, je suis tombée dedans quand j'étais petite, je suis comme Obélix. On est à une semaine des européennes, donc je peux pas m'empêcher de vous poser la question. La gauche, aujourd'hui, vous dites qu'elle vous met en colère. Mais elle me met très en colère. Elle me met très en colère parce que si la gauche était arrivée à se mettre d'accord, qu'ils arrivent de temps en temps à penser que ce qui est le plus fondamental, c'est de se mettre d'accord parce qu'il y a des tas d'électeurs, des gens qui sont là, qui peut-être effectivement ne parlent pas, n'élèvent pas la voix, mais qui auraient bien aimé qu'il y ait un rassemblement, on n'en serait pas où on en est. Je dois vous dire que je suis assez inquiète, pour pas dire très inquiète. Et aujourd'hui, ces gens-là ne se sentent plus représentés ? Mais non, ces gens-là ne savent pas comment voter, surtout. Il y a plein de gens, allez parler dans la rue, vous verrez, il y a plein de gens qui ne savent pas comment voter. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y en ait un là, il y en ait un là, il y en ait un là, il y en ait une là. Pourquoi ? Enfin, on peut avoir des pierres d'achoppement, mais le fondamental de tout ça, c'est que quand même, on ne se retrouve pas dans une société qui est en régression, non ? Je ne sais pas, moi. Merci beaucoup, Ariane Ascaride. Merci à vous. D'avoir répondu avec fougue à toutes nos questions ce soir. Merci de nous avoir évoqué. Je n'aurai jamais un calme bourgeois et bien élevé, je n'y arriverai jamais. Et on l'a bien compris. Merci beaucoup d'avoir évoqué donc vos combats et ceux aussi de Gisèle Halimi qui sont parfois les mêmes. C'est la fin de cet entretien à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24. Prochain point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.